troisième point pour dire la même chose, quoi. Je suis en train de dire toujours la même chose, quoi. Alors, quatrième point pour dire la même chose et pour revisiter à nouveau une des grandes pièces fondatrices pédagogiques, ce concept d'éducation intégrale. Et je passe ici sur l'idée de l'éducation intégrale vers l'espace public de l'éducation. Et évidemment, vous reconnaissez, enfin, un certain nombre d'entre vous, vous connaissez dans ce concept d'espace public l'influence habermasienne, comme l'influence Jürgen Habermas, dans ce qu'il a élaboré comme la sphère publique d'action et les concepts d'action publique. Enfin, à chacun de ces thèmes, j'aurais pu aller dans une dimension plus théorique. Je n'ai pas voulu approfondir les bases, les fondements, les débats théoriques, parce que je crois que c'est très difficile dans une conférence de commencer à aller dans un espace d'un débat trop théorique, mais vous reconnaissez certainement certains des fondements philosophiques et théoriques de ce que je suis en train de vous proposer, quoi. Le concept d'éducation intégrale, qui était un concept évidemment très totalitaire à beaucoup d'égards, qui était un concept probablement nécessaire au début du XXe siècle, mais à mon avis totalement inutile au début du XXe siècle. C'est un concept qui a aidé à une espèce d'excès de l'école. C'est-à-dire que l'école s'est prise comme une espèce d'institution. Nous, on dit, dans certains débats entre les auteurs, entre nous, on dit une école qui s'est donné une mission régénératrice de la société, une mission de salvation. Vous reconnaissez les narratifs de la salvation, les narratifs du salut, etc. Donc, une école qui, à un moment donné, il y avait un pédagogue portugais, c'était peut-être le plus important pédagogue portugais de la première moitié du XXe siècle, un homme qui curieusement était anarchiste. Vous savez que les mouvements anarchistes étaient très forts en Portugal et en Espagne dans le premier quart, dans le premier tiers du XXe siècle. Et ce pédagogue avait dit quelque chose qui traduit littéralement, disait le suivant, l'enfant doit être rendu part entier à l'enseignant et à l'école, qui uniquement le doit retourner à la famille quand il sera prêt. L'idée qu'il y a là un produit, parce que la plante des enseignants à l'époque, c'était que ce qu'on faisait pendant la journée, les familles le faisaient pendant le soir. Donc, on éduquait les gens pendant la journée, et puis ils étaient déséduqués pendant la nuit. On devrait recommencer à chaque jour une espèce de travail de Sisyphe qui recommençait à chaque jour la même tâche. Alors pour que cela n'arrive pas, il faut qu'il soit rendu par entier aux enseignants, qu'ils le prennent en charge. Une fois qu'il sera prêt, alors il le retourne à la société et aux familles. Cela a donné origine évidemment à une école qui a envahi beaucoup l'espace social, l'espace éducatif, qui s'est donné beaucoup de missions, et à mon avis, en excès de missions. Je vais vous en parler tout de suite, de manière rapide. Or, nous avons enterré, c'est ça ma thèse, nous avons enterré avoir une école plus modeste. C'est-à-dire, on a enterré avoir une école qui se retire un peu et qui dit l'espace de l'éducation est un espace public beaucoup plus large que l'espace de l'école. L'école est l'une des institutions de cet espace, mais elle n'est pas l'institution de cet espace public d'éducation. Et quand je vois une bonne partie des politiques publiques d'éducation, qui à mon avis sont plus intéressantes dans le monde, sont les écoles qui ne rajoutent pas sur cette espèce de l'école qui va sauver le monde, la société de la connaissance, l'école est très importante, enfin, un peu ces arguments que vous lisez tous les jours dans les documents de l'Union européenne et dans d'autres documents du genre. Il faut qu'ils ne rajoutent pas sur cette espèce de rhétorique inflationniste sur l'espace de l'école, mais qui au contraire essaie de délimiter ce que l'école peut faire et ce que l'école ne peut pas faire, et essaie de responsabiliser un certain nombre d'autres acteurs pour cette école.
En 2007, 2008, 2008 je crois, 2007, je ne sais pas, je me souviens plus, il y a 3-4 ans, on avait fait au Portugal, le Conseil national d'éducation avait essayé de faire, d'imiter votre débat national sur l'éducation. Je ne sais pas quand c'était votre débat, c'était 2002, 2003, 2004. Et puis ils avaient essayé de reproduire le débat national sur l'éducation en 2007, je crois. Ils m'avaient invité à faire la conférence d'ouverture de ces débats dans le Parlement portugais. Donc, devant les députés, les représentants du peuple, on allait ouvrir le débat national de l'éducation. Et j'ai commencé le débat en disant, écoutez, je ne savais pas comment commencer ce débat, alors j'ai décidé d'aller lire les décisions qui ont été prises dans ce Parlement concernant des choses qui étaient importantes, que l'école fasse, et des choses que vous avez produites en termes de loi pendant les derniers 6 ou 7 mois. Je n'avais pas reculé beaucoup parce qu'il y avait tellement de textes à lire, c'était difficile à lire. Alors je vais vous dire, aux messieurs les représentants du peuple, les choses qu'en 6 ou 7 mois, donc la conférence, je crois que c'était en juin 2007, donc ça devrait être, ma recherche a dû porter sur janvier 2007 jusqu'à la fin juin 2007, pendant 6 ou 7 mois, des directives ou des orientations ou des choses qu'ils avaient émises sur des choses qui étaient importantes que l'école fasse. Ils avaient émis des directives sur l'éducation à l'environnement, sur l'éducation à la santé, sur le patrimoine culturel et les traditions, sur l'éducation sexuelle, sur la prévention de la toxicodépendance et la prévention du tabagisme, sur la prévention routière, parce que les questions des accidents au Portugal, c'est très dramatique, sur les comportements sains, sur l'éducation du consommateur, les enfants, l'éducation à la consommation des enfants, sur les questions des abus physiques et sexuels, sur la protection civile, les questions d'émergence, sécurité, etc. Sur l'éducation à la citoyenneté et aux droits humains. Sur les violences domestiques et la protection de l'enfance. Et finalement sur l'éducation financière. On commençait déjà la crise, quoi. Et quand on regarde tout ça, on se demande, est-ce que l'école peut faire tout ça? Est-ce qu'il est possible de demander tout ça à l'école? Mais après, on a un deuxième problème. Et le deuxième problème est, qu'est-ce qu'on va dire ici qui n'est pas important? Il n'y a aucun d'entre nous ne lèverait la main en disant, il y a une de ces choses qui n'est pas importante. Alors, comment résoudre ce problème? D'une part, on dit, c'est absolument impossible d'avoir une école qui porte attention à tout ça. Et d'autre part, on n'est pas capable d'identifier une seule de ces missions qui on dise ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance, la question des accidents où il y a des gens qui meurent, ou l'éducation sexuelle des adolescentes qui est un problème très très grave, etc. Ça c'est pas important, quoi. Alors évidemment, moi j'étais en train de demander à nos collègues au début comment ça se disait en français, mais apparemment il n'y a pas un nom spécifique en français. Souvent je regarde l'image des écoles, en tout cas au Portugal, l'image des écoles comme si c'était des camions, ces gros camions qui circulent dans nos autoroutes, quoi, avec des tonnes de marchandises, etc. Mais après avec des petites roues de vélo, quoi. Alors, et puis on dit que ça marche, ça ne peut pas marcher, quoi. Je veux dire, c'est impossible de rouler avec des petites roues de vélo, avec ces immenses cargos de marchandises. Alors, à mon avis, la manière d'essayer de résoudre ce dilemme, parce que c'est un dilemme, c'est pas facile, je veux dire, c'est-à-dire que je le présente ici d'une manière un peu ridicule, mais je veux dire, c'est un vrai dilemme, quoi. La manière de résoudre, c'est, à mon avis, de se dire, il y a toute une série d'institutions, aujourd'hui, dans les sociétés du XXe siècle, qui n'existaient pas il y a un siècle auparavant, Au Portugal, par exemple, il y a un siècle, il y avait 80% d'analphabétisme. C'est-à-dire,
c'était difficile de demander aux familles d'avoir une prise plus forte sur l'éducation de leurs enfants. Enfin, l'école n'avait pas d'autres possibilités, quoi. Alors aujourd'hui, il y a toute une série d'autres institutions qui peuvent, à mon avis, être appelées à jouer aussi un rôle dans le domaine de l'éducation. J'ai mis là des centres de santé, des espaces culturels, des familles, des églises, des associations locales, des centres sociaux, des musées, des groupes sportifs, des centres de jeunesse, des entreprises, des groupes artistiques, des associations de voisins, des mouvements sociaux, des centres de loisirs. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, je veux dire, chaque pays est différent dans notre pays. Mais à mon avis, soit on met les écoles aussi en réseau avec ces différents mouvements, associations, organisations, et on conçoit l'école comme l'une des institutions de cet espace public de l'éducation, où difficilement on peut sortir de ce dilemme dans lequel on est tentant de, à mon avis, à beaucoup d'égards, avoir des problèmes très difficiles pour définir des politiques publiques. Alors, à mon avis, le renforcement de l'espace public de l'éducation, il faudrait voir qu'il doit avoir des conséquences politiques, des conséquences organisationnelles. Cet espace public, je vous rappelle le concept de sphère publique-nation d'Habermas, c'est un espace de délibération, ce n'est pas un espace purement rhétorique. L'idée de cet espace public de l'éducation, où on demande à d'autres institutions, à d'autres acteurs, d'assumer leurs propres responsabilités éducatives est, à mon avis, très important dans la définition de ce qui sont les politiques éducatives dans une bonne partie des pays du monde. Alors, évidemment que, avec le renforcement de cet espace public de l'éducation, j'appelle à une plus grande responsabilité. Il y a une redéfinition du travail de l'école et des éducateurs, des enseignants, etc. Enfin, voilà, je termine avec un très bref rappel ces 4 dimensions, au fond, qui sont dimensions que je pressens comme étant des dimensions importantes des choses qui arrivent dans beaucoup de pays du monde et qui arrivent à l'intérieur de certains de ces pays, même que dans d'autres cas, ça n'existe pas. Mais je veux dire, où je sens qu'il y a une nouvelle attention à la question de l'apprentissage, aux sciences de l'apprentissage, en renouvellement, en ressourcement intellectuel du champ de l'éducation, à travers un retour des enseignants, donc, tel que je l'ai défini comme l'espace vital de la profession, une profession qui doit être liée aussi à la formation de ses collègues et à des dimensions de recherche, les questions de la différenciation, de la convivialité, de l'espace, de l'autonomie de l'école, dans le cadre d'un renouvellement de la pédagogie, et pas seulement dans le cadre d'une vision organisationnelle ou d'une vision d'une école d'animation culturelle ou autre, quoi. Et finalement le renforcement de l'espace public de l'éducation comme une politique forte que je vois à l'œuvre dans certains des pays, et évidemment que si je voulais faire le croisement entre certaines de ces orientations et certains des classements internationaux ou certains des prestiges internationaux de certaines politiques et de certains pays, certainement qu'on arriverait à faire des recoupements intéressants, mais je crois qu'il faut être toujours très attentif dans cette espèce de comparaison pauvre, de comparaison sans histoire, de comparaison sans problématisation, parce que je crois en effet, comme le montre d'ailleurs PISA est un instrument très très intéressant, parce qu'au fond on lit les résumés de PISA, mais on ne lit pas les milliers de pages qu'ils produisent, quoi. Or les résumés ne sont pas très intéressants, mais les milliers de pages sont intéressantes. Parce qu'elle montre, par exemple, que dans certains pays, les différences à l'intérieur du pays sont beaucoup plus fortes que les différences entre les pays. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant de comprendre que de faire cette espèce de classement qui nous aide véritablement très peu dans la compréhension des choses éducatives.